Bonsoir, bonjour. La lecture. Organiser le pessimisme, c'est une phrase de Walter Benjamin. Organiser le pessimisme, nous dit Walter Benjamin, signifie dans l'espace de la conduite politique découvrir un espace d'images. Mais cet espace des images, ce n'est pas de façon contemplative qu'on peut le mesurer. Cet espace des images que nous cherchons est le monde d'une actualité intégrale et de tous côtés ouverte. Walter Benjamin, nouvelle thèse de cas, écrit français. Organiser le pessimisme, c'est donc, pour Benjamin, commente Bruno Tackel, méfiance à l'égard de la littérature, méfiance à l'égard de la liberté, méfiance à l'égard de l'homme européen, méfiance à l'égard de l'attitude morale qui gangrène l'intellectuel et qui lui fait croire qu'il peut intervenir par la contemplation. Benjamin oppose à cette contemplation morbide l'action politique à part entière. Bruno Tackel, Walter Benjamin, une vie dans le texte. Les cahiers vus, abrévation de voir un peu plus à travers les fissures des murailles, proposent un choix d'analyse et point de vue de différents auteurs sur le rôle des artistes et intellectuels confrontés à la question sociale et politique, et donc à l'histoire comme l'expose Walter Benjamin. Construite avec les associations Cérétane, Pas de Porte et les Amis du Musée, cette lecture d'extrait est en quelque sorte une itinérance dans une constellation de fragments. L'ensemble s'apparente un peu à un collage, au bord vif et contraste fort. Les propos peuvent apparaître intransigeants et excessifs si on ne les replace pas dans une commune volonté émancipatrice et révolutionnaire de ces auteurs, au parcours et construction théoriques différents et parfois même en opposition. Ils abordent dans leur recherche cette question du rapport critique à la culture et à l'art. Dans une certaine mesure, ils communiquent par texte interposé, leurs idées se croisent, dévoilant souvent une troublante et stimulante proximité de pensée dans le désir d'ouvrir le temps et l'espace assujettis à la marchandisation généralisée. Nous remercions tous les partenaires de ces journées, plus particulièrement la mairie de Céret, la librairie Le Cheval dans l'Arbre et bien sûr l'association Prix Walter Benjamin. Je rappelle juste qu'après la lecture que nous allons donc faire maintenant, Kevin Hubert se propose de faire une performance ici même, au même endroit. Voilà, merci. Aux environs de 1910, appartenait à une génération qui avait grandi dans l'utopie d'un ciel progressiste. Cette génération s'imaginait pouvoir faire surgir des formules intellectuelles des paradis, comme par enchantement. Cependant, les intellectuels ne voyaient pas que leur art était enraciné dans le subjectivisme libéral et bourgeois. Les peintres et les poètes combattirent la tradition, mais seulement de façon formelle. La réalité qui se jouait en dehors de leurs tableaux, ils la contestèrent à peine. D'autre part, ils croyaient pouvoir réfuter des faits par des tableaux. C'est ici qu'était la limite de l'art. Les modernes avaient combattu la tradition parce qu'elle limitait la liberté de l'individu. La révolte resta sans lendemain. On se sentait vaguement situé à gauche. Cependant, les individualistes redoutaient la montée des masses. Si elle réussissait, c'était la fin du subjectivisme esthétique. Dans d'innombrables pays européens, les tentatives de soulèvement des travailleurs furent réprimées. Alors, l'avant-garde se réfugia, plus désespérément encore, dans l'imaginaire et masqua son indécision sous les métaphores lyriques et une morale privée. Karl Einstein, la fabrication des fictions. Pour Karl Einstein, écrit Liliane Meffre, l'art et son histoire sont inséparables de l'histoire. Les défaites des révolutions sont aussi les défaites de l'art.
C'est, je cite le livre de Liliane Meffre, qui est Einstein, la problématique des avant-gardes dans les arts plastiques. Seules des images dialectiques sont des images authentiques, c'est-à-dire non archaïques. Et l'endroit où on les rencontre est le langage. Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. L'image authentique du passé n'apparaît que dans un éclair. Image qui ne surgit que pour s'éclipser à jamais dès l'instant suivant. La vérité immobile, qui ne fait qu'attendre le chercheur, ne correspond nullement à ce concept de la vérité en matière d'histoire. Il s'appuie bien plutôt sur le vers de Dante qui dit « C'est une image unique, irremplaçable du passé, qui s'évanouit avec chaque présent qui n'a pas su se reconnaître visé par elle. » Walter Benjamin, sur le concept d'histoire, thèse 5. Suivre du regard, un après-midi d'été, la ligne d'une chaîne de montagnes à l'horizon, ou une branche qui jette son ombre sur lui. C'est pour l'homme respirer l'aura de ces montagnes ou de cette branche. L'aura, une trame singulière, étrange, d'espace et de temps, unique apparition d'un lointain, si proche qu'il puisse être. Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique, première version. Ne sommes-nous pas nous-mêmes effleurés par un souffle d'air qui a entouré ceux qui nous ont précédés? N'y a-t-il pas, dans les voix auxquelles nous prêtons attention, un écho de celles qui se sont tues? Walter Benjamin, sur le concept d'histoire, thèse 2. Les intellectuels escamotèrent le conditionnement par l'histoire et par le milieu. Les conditions intenses et humaines auxquelles l'œuvre d'art doit son existence furent repoussées dans une obscurité muette. Ainsi fut créée la supercherie d'une histoire de miracles éblouissants. Les forces générales dans lesquelles convergent les êtres humains furent dissimulées pour fabriquer de façon trompeuse le mythe asocial du visionnaire totalement isolé. Karl Einstein, la fabrication des fictions. Le mobile central de l'histoire moderne était la formation d'individus originaux ou de minorités fortement différenciées. Là-dessus, on négligea les forces collectives. On considéra la masse comme objet et on l'organisa pour en tirer le maximum de rendement. Les subjectivistes interprétèrent les réalisations collectives comme les conséquences secondaires d'une inspiration isolée et personnelle, d'un caprice génial. Le culte de la personne était depuis longtemps érigé en dogme. Le collectif était ressenti comme inhibant, négatif. Karl Einstein, la fabrication des fictions. Quiconque, ayant à ce jour emporté la victoire, marche dans le cortège triomphal qui fait avancer les dominants actuels sur ceux qui sont aujourd'hui au sol. On emporte le butin dans le cortège triomphal, comme cela a toujours été la coutume. On lui donne le nom de patrimoine culturel. Walter Benjamin sur le concept d'histoire, thèse 7. La lutte des classes. Que jamais ne perd de vue un historien
instruit à l'école de Marx, est un combat pour les choses brutes et matérielles, sans lesquelles les choses subtiles et spirituelles n'existent pas. Malgré tout, ces dernières sont présentes dans la lutte des classes d'une autre manière que comme représentation d'un butin qui revient au vainqueur. Elles sont vivantes dans ce combat, sous forme de confiance, de courage, d'humour, de ruse, de persévérance. Et elles ont un effet rétroactif sur le lointain du temps. Elles remettront toujours de nouveau en question chaque victoire revenue aux dominants. Walter Benjamin sur le concept d'histoire, thèse 4. Brosser l'histoire à rebrousse-poil, selon l'expression de Benjamin, signifie donc l'envisager du point de vue des vaincus, des exclus, des parias. Cela ne veut pas dire que Benjamin soit partisan d'un populisme culturel. Loin de rejeter les œuvres, il est persuadé que certaines d'entre elles sont ouvertement ou secrètement hostiles à la société capitaliste. Michael Levy, avertissement d'incendie, commentaire de la thèse 7 de Benjamin. Prendre l'histoire à rebrousse-poil, c'est donc avant tout inverser le point de vue. De même que l'optique moderne s'est fondée sur un mouvement à rebrousse-poil, de l'ancienne théorie du rayon visuel émis par l'œil, c'est désormais la lumière que l'on sait venir à l'œil et non l'œil qui lance ses rayons vers l'objet à voir. De même, l'histoire se fonde et recommence, selon Benjamin, sur un mouvement à rebrousse-poil de l'ancienne recherche du passé par l'historien. Il faut désormais comprendre en quoi le passé vient à l'historien et, d'une certaine façon, vient le trouver dans son présent, désormais compris comme un présent réminiscent. Le modèle dialectique est donné par Benjamin comme la seule façon d'échapper au modèle trivial du passé fixe. Georges Didier Huberman, Devant le temps, l'image malice. Benjamin revendique la tentative de fixer l'image de l'histoire dans les cristallisations les plus humbles de l'existence, dans ses déchets, pour ainsi dire. Façon de se revendiquer collectionneur de toutes choses et plus précisément collectionneur des haillons du monde. Quel sera donc l'historien, selon Benjamin, un chiffonnier? Ce qu'il voit dans les archives singulières du collectionneur, du chiffonnier ou du ramasseur, comme il dit aussi, n'est autre que la réponse du praticien aux apories de la théorie. Georges Didier Huberman, Devant le temps, l'image malice. Je viens juste de m'installer dans le nouvel appartement. Il a ses bons et ses mauvais côtés. Il n'a pas été simple jusqu'à maintenant de m'habituer à l'ascenseur qui, de l'autre côté du mur, va et vient sans arrêt. J'espère que l'interférence de son bruit sur mon travail n'est qu'une question de temps. Les expériences faites par des connaissances qui cherchent un petit appartement depuis un trimestre me montrent que j'ai eu raison malgré tout de me fixer sans plus d'état d'âme. Je peux vous promettre, pour la première fois, qu'à l'occasion de votre prochain voyage en Europe, nous passerons une soirée dans mon propre logement. Mes livres danois installés ici, je m'efforce en ce moment de me renseigner sur le prix du transport. Je remarque seulement maintenant à quel point j'en avais besoin. Je ne quitte guère la maison, ce dont profite mon budget serré de ces derniers mois. Lettre à Max Horkheimer, le 7 mars 1938,
de la rue de Dombasle, numéro 10 à Paris 15e. L'imagination n'est probablement que le souvenir d'un archaïsme passé. Pourtant, les libéraux sceptiques crurent que ce n'était que dans la fiction qu'on atteignait la réalité première. On demeurait possédé par l'utopie du paradis. Il est probable qu'on ne peut atteindre la perfection esthétique qu'à partir de matériaux morts. La métaphorique qui caractérise la poésie moderne est révélatrice de solitude. Les littéraires créèrent des mondes séparés et hermétiques pour initier. L'imaginaire moderne désigne la société éclatée à l'aide de la métaphore. On tente d'échapper aux liens sociaux. Le caractère imaginatif de l'art moderne correspond à un groupement social erroné. On constate un parallélisme entre l'absurdité croissante du capitalisme privé et la progression de l'imaginaire dans les arts. Plus la situation capitaliste est insupportable, plus le besoin de fiction se développait. Karl Einstein, la fabrication des fictions. Lorsque la vie publique atteint un stade où la pensée se transforme inéluctablement en une marchandise et où le langage n'est qu'un moyen de promouvoir cette marchandise, la tentative de mettre à nu une dépravation doit refuser d'obéir aux exigences linguistiques et théoriques actuelles avant que leurs conséquences historiques rendent une telle tentative totalement impossible. Théodore Adorno, Dialectique de la raison. Tout art et toute philosophie sont déterminés par une utopie de la perfection. On croit que les produits intellectuels peuvent être plus parfaits que la réalité. La fiction est déterminée par des éléments utopiques et elle doit remplacer le substitut des dieux des paradis écroulés. Ceci a un relent de théologie putréfiée. Karl Einstein, la fabrication des fictions. Les artistes ne subliment pas. Croire qu'ils ne satisfont ni ne refoulent leurs désirs, mais les transforment en ces réalisations socialement désirables que sont leurs œuvres, est une illusion psychanalytique. De nos jours d'ailleurs, les œuvres d'art reconnues sont, sans exception, indésirables socialement. Il faudrait dire plutôt que les artistes manifestent des instincts violents de type névrotique, qui éclatent librement et se heurtent en même temps à la réalité. Théodore Adorno, L'exhibitionniste, extrait de Minima Moralia. L'art, à son époque de dissolution, en tant que mouvement négatif qui poursuit le dépassement de l'art dans une société historique où l'histoire n'est pas encore vécue, est à la fois un art du changement et l'expression pure du changement impossible. Plus son exigence est grandiose, plus sa véritable réalisation est au-delà de lui. Cet art est forcément d'avant-garde, et il n'est pas. Son avant-garde est sa disparition. Guy Debord, La Société du spectacle, thèse 190. Où se trouvent les présupposés de la Révolution? Dans le changement des opinions individuelles ou dans la transformation des conditions matérielles? Telle est la question cardinale dont dépend la relation entre morale et politique et qui ne souffre aucun maquillage. Le surréalisme s'est approché toujours davantage de la réponse communiste à cette question. Et cela signifie pessimisme sur toute la ligne.
Walter Benjamin, correspondance avec Pierre Naville, cité par Bruno Tackels dans Walter Benjamin, Une vie dans les textes. Le dadaïsme et le surréalisme sont les deux courants qui marquèrent la fin de l'art moderne. Ils sont, quoique seulement d'une manière relativement consciente, contemporains du dernier grand assaut du mouvement révolutionnaire prolétarien. Et l'échec de ce mouvement, qui les laissait enfermés dans le champ artistique même dont ils avaient proclamé la caducité, est la raison fondamentale de leur immobilisation. Le dadaïsme et le surréalisme sont à la fois historiquement liés et en opposition. Dans cette opposition, qui constitue aussi pour chacun la part la plus conséquente et radicale de son apport, apparaît l'insuffisance interne de leur critique, développée par l'un comme par l'autre, d'un seul côté. Le dadaïsme a voulu supprimer l'art sans le réaliser. Le surréalisme a voulu réaliser l'art sans le supprimer. La position critique, élaborée depuis par les situationnistes, a montré que la suppression et la réalisation de l'art sont les aspects inséparables d'un même dépassement de l'art. Guy Debord, La Société du spectacle, thèse 191. La phrase, elle est sans doute de Jean-Paul, selon laquelle les souvenirs seraient le seul bien qu'on ne puisse jamais nous retirer, appartient à l'arsenal de consolations sentimentales et impuissantes, grâce auxquelles nous voudrions nous faire croire que le sujet qui renonce et se replie sur l'intériorité atteint justement l'accomplissement dont il est privé. En constituant les archives de son être même, le sujet séquestre son patrimoine d'expérience et le transforme en propriété. Il en fait quelque chose d'extérieur à lui. La vie intérieure passée devient mobilier. Théodore Adorno, Minima Moralia. La fin de l'histoire de la culture se manifeste par deux côtés opposés. Le projet de son dépassement dans l'histoire totale et l'organisation de son maintien en tant qu'objet mort dans la contemplation spectaculaire. L'un de ces mouvements a lié son sort à la critique sociale et l'autre à la défense du pouvoir de classe. Guy Debord, La Société du spectacle, thèse 184. Coûteuse reproduction. La société est intégrale avant même qu'elle soit gouvernée sur un mode totalitaire. Son organisation embrasse même ceux qui la combattent. Elle établit les normes qui modèlent leur conscience. Même les intellectuels, qui connaissent parfaitement tous les arguments politiques contre l'idéologie bourgeoise, succombent à un processus de standardisation qui, en dépit d'un contenu radicalement opposé et en raison de leur disposition à s'adapter, les rapproche tellement de la mentalité prédominante que leur propre point de vue devient de plus en plus fortuit et ne dépend bientôt plus que de subtiles préférences ou de l'évaluation qu'ils peuvent faire de leur propre chance. Théodore Adorno, Minima Moralia. Il ne serait sans doute pas erroné de définir la phase extrême du développement du capitalisme dans laquelle nous vivons comme une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. Il n'y a plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé par un dispositif. En donnant une généralité encore plus grande à la classe déjà très vaste des dispositifs de Foucault,
j'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modéliser, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Pas seulement les prisons, donc, les asiles, le panopticon, les écoles, la confession, les usines, les disciplines, les mesures juridiques, dont l'articulation avec le pouvoir est en un sens évidente, mais aussi le stylo, l'écriture, la littérature, la philosophie, l'agriculture, la cigarette, la navigation, les ordinateurs, les téléphones portables et, pourquoi pas, le langage lui-même peut être le plus ancien dispositif. Giorgio Agamben, qu'est-ce qu'un dispositif ? Dans des notes préparatoires, Benjamin évoque le capitalisme comme religion. Démontrer la structure religieuse du capitalisme, écrit-il, c'est-à-dire démontrer qu'il est non seulement une formation conditionnée par la religion, comme le pense Weber, mais un phénomène essentiellement religieux, nous entraînerait encore aujourd'hui dans les détours d'une polémique universelle démesurée. Le capitalisme est une religion purement cultuelle, peut-être la plus extrêmement cultuelle qui ait jamais eue. Rien en lui n'a de signification qui ne soit immédiatement en rapport avec le culte. Il n'a ni dogme spécifique ni théologie. L'utilitarisme y gagne, de ce point de vue, sa coloration religieuse. En somme, pour Benjamin, commente Michael Lowy dans son livre « La cage d'acier », les pratiques utilitaires du capitalisme, investissement du capital, spéculation, opérations financières, manœuvres boursières, achat et vente de marchandises sont l'équivalent d'un culte religieux. Merci.